Secret caché de François Mitterrand. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des scandales les plus fascinants de la Ve République française, l'affaire des écoutes téléphoniques à l'Élysée sous François Mitterrand. C'est parti pour une plongée dans les coulisses du pouvoir, mais avant cela, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne. François Mitterrand, figure emblématique de la gauche française, est élu président de la République en 1991. Il restera en poste jusqu'en 1995, marquant l'histoire par ses réformes sociales et son style de gouvernance très personnel. Mais derrière cette façade de leader progressiste se cache un homme paranoïaque, obsédé par la protection de sa vie privée et celle de sa famille. Ce souci pour sa vie privée s'accentue particulièrement lorsqu'il s'agit de sa fille cachée, Mazarine Pinjot, née en 1964, dont l'existence sera révélée au grand public en 1995. Les écoutes de l'Élysée. L'affaire commence réellement en 1983. Mitterrand, craignant pour sa sécurité et celle de son entourage, met en place une cellule spéciale chargée de surveiller les menaces potentielles. Cette cellule, dirigée par son proche collaborateur Christian Proutot, se transforme rapidement en un outil de surveillance généralisée. Les écouter visaient non seulement à protéger des secrets d'État, mais aussi à prévenir des fuites d'informations sensibles sur la vie privée du président, en particulier concernant l'existence de Mazarine Pinjot. Mitterrand craignait qu'une telle révélation ne porte atteinte à son image publique et ne nuise à sa carrière politique. Les cibles des écoutes étaient variées: journalistes, hommes politiques, écrivains et même ses propres ministres. Journalistes et médias. François Mitterrand était particulièrement soucieux de contrôler l'image publique et de prévenir toute fuite d'informations sensibles. Ainsi, plusieurs journalistes et rédactions de médias ont été mis sur écoute. Parmi eux, Edoui Plenel, journaliste d'investigation au journal Le Monde. Plenel a été l'un des cibles principales en raison de ses enquêtes sur des affaires sensibles et ses critiques du pouvoir en place. Écrivain et fondateur du journal satirique L'Idiot International, Allier était un critique virulent de Mitterrand. Il menaçait de révéler l'existence de Mazarine Pinjot bien avant que ce ne soit rendu public, ce qui en faisait une cible prioritaire. Politique et opposants. Mitterrand craignait les complots et les dissensions au sein de son propre gouvernement, mais aussi au sein de l'opposition. Parmi les personnes surveillées, chef de l'opposition et futur président de la République, Chirac représentait une menace politique directe pour Mitterrand. Ancien Premier ministre et rival politique au sein même du Parti socialiste. Les relations tendues entre Rocard et Mitterrand justifiaient, aux yeux du président, une surveillance rapprochée. Personnalités culturelles et intellectuelles. Des écrivains et intellectuels étaient également sur la liste, souvent en raison de leur influence publique ou de leur critique envers le gouvernement. Bernard-Henri Lévy. Philosophe et intellectuel, BHL était surveillé pour ses prises de position souvent critiques envers Mitterrand. Françoise Giroud. Journaliste et femme politique, elle était écoutée pour ses activités et ses relations politiques. Membre du gouvernement. Outre Laurent Fabius, son propre Premier ministre, d'autres membres du gouvernement ont également été surveillés. Pierre Bérégovoy, ministre des Finances et Premier ministre sous Mitterrand, il faisait partie des cercles de confiance mais était néanmoins surveillé. Charles Hernu, ministre de la Défense, particulièrement surveillé après l'affaire du Rainbow Warrior. Le scandale éclate. C'est en 1993 que le scandale éclate. Des journalistes découvrent l'existence de cette cellule de surveillance et des centaines de personnes écoutées illégalement. Les médias s'emparent de l'affaire et la pression monte sur l'Élysée pour fournir des explications. François Mitterrand, fidèle à sa réputation de sphinx, nie en bloc. Il affirme n'avoir jamais ordonné de telles pratiques et minimise l'ampleur des écoutes. Cependant, les preuves s'accumulent. Des enregistrements, des témoignages de membres de la cellule et des documents internes qui confirment l'étendue des surveillances. En dépit des révélations, il reste inflexible et refuse de reconnaître sa responsabilité. Enquête judiciaire. Malgré les dénégations de Mitterrand, une enquête judiciaire est lancée. Elle révèle que les écoutes étaient massives et systématiques,
touchant environ 3000 personnes. Les juges découvrent des pratiques de surveillance dignes d'un État policier, avec des interceptions téléphoniques réalisées sans aucun cadre légal. Parmi les personnalités écoutées, on trouve des figures de l'opposition, des journalistes enquêtant sur des affaires sensibles et même des proches du président. L'affaire prend une tournure politique explosive, d'autant plus que Mitterrand continue de nier sa responsabilité. Révélation de Mazarine Pinjot. En 1984, la révélation de l'existence de Mazarine Pinjot dans la presse provoque un séisme médiatique. Cette fille cachée du président, née de sa relation avec Anne Pinjot, conservatrice de musée, devient le symbole des secrets que Mitterrand voulait à tout prix protéger. Cette révélation confirme les raisons derrière l'existence des écoutes. Une volonté de contrôler et de protéger sa vie privée à tout prix. Héritage de l'affaire François Mitterrand, quitte l'Élysée en 1995 sans jamais avoir reconnu publiquement les faits. Son silence et ses dénégations constantes ajoutent une couche de mystère à cette affaire. Les écoutes de l'Élysée resteront comme une tache indélébile sur son héritage, contrastant fortement avec l'image de président protecteur des libertés individuelles qu'il avait cherché à cultiver. L'affaire des écoutes a aussi eu des conséquences durables sur la législation française. Elle a conduit à un renforcement des contrôles sur les activités de surveillance et à une prise de conscience accrue des dérives possibles au sein de l'État.